Bonsoir les héliotistes, alors je voudrais revenir sur mon analyse technique. Technique héliotiste et Wyckoff. Je vous rappelle que pour nous, le cours a potentiellement posé un bottom, précisément ici, avec ce schéma Wyckoff d'accumulation PS, SC, AR, un STB, et enfin un spring. Donc ici nous serions en phase, voyez, C, spring LPS, ensuite phase D. Alors la phase D consiste précisément à sortir du range, hein, c'est aussi simple que ça. On sort du range et on vient former ici un jack et un buek. Donc le jack permet de, vous voyez, ici on s'affranchit de cette zone-là, donc de l'AR, qui est donc une zone de résistance qui doit devenir précisément un support. Donc ici, évidemment, tant que nous étions dans le range, euh, le, cette zone-là faisait office de résistance. Mais à partir du moment où, voyez, on passe au-dessus, eh bien, alors, pour que ce schéma Wyckoff d'accumulation puisse être confirmé, eh bien, il nous faut rester au-dessus, évidemment, parce que si on y retourne, à ce moment-là, ça devient autre chose. Alors, c'est peut-être encore une phase d'accumulation, mais qui peut s'avérer être plus longue en termes de durée, plus importante que eh bien, ce qu'on pensait. Auquel cas, il nous faudrait à ce moment-là, voyez, déplacer le spring, ou bien ici à ce moment-là, on serait toujours en phase B avec un STB à saut, et puis ensuite on aurait un LPS. Ou alors ici on aurait un saut et ensuite un spring, à ce moment-là on viendrait former un nouveau plus bas. Mais là pour le moment, évidemment, on n'en est pas là. Alors moi je reste pour le moment sur l'hypothèse selon laquelle eh bien, nous serions ici en phase E. Alors pour ceux qui sont, pour ceux qui sont abonnés au Discord, eh bien, et qui ont fait un don à la chaîne, vous avez accès à cette partie-là, hein, méthode d'analyse. Donc ça, c'est en complément du PDF complet. Donc ce PDF, c'est celui qui vous permet, moyennant un don, eh bien, de faire vos propres analyses héliotistes, hein, puisque, vous voyez, ici, le PDF, il est là, hein, vous avez 100 et quelques pages, 130 et quelques pages. Vous voyez, le PDF complet, 150 pages. Et là, vous avez toutes les règles d'Eliott, mais vous avez d'autres choses, hein. Vous avez aussi, vous voyez, par exemple, hein, donc là, c'est donc tout ce qui est Eliott Wave. Vous avez aussi Wyckoff. Vous avez le Smart Money Concept. Vous avez Ishimoku, etc., etc. Puis vous avez des annexes. Donc c'est très complet. Et là, vous voyez que lorsque vous faites un don à la chaîne, vous pouvez télécharger ce PDF, mais vous avez aussi accès, vous voyez ici, à certains salons auxquels vous n'avez pas accès si vous n'êtes pas membre donateur. Donc c'est très important ici l'accès à ces salons puisque ça vient en complément du PDF. Donc ici vous avez par exemple le schéma d'accumulation de base, hein, numéro 1. Donc c'est celui-ci, a priori nous serions dans ce schéma-là avec un spring. Alors on n'a pas eu un ST à saut, on a eu un ST tout simplement en phase B, mais l'important c'est là, on a un spring, c'est-à-dire qu'on vient former un creux plus bas que le SC ici, on vient récupérer la liquidité qui se trouve précisément sous cette zone de support. Et ensuite, on doit venir former eh bien, le jack, le buek et le sauce, puis ensuite le LPS pour, vous voyez, ici, s'affranchir définitivement de cette zone d'accumulation. Parce qu'une zone d'accumulation, c'est une zone de range entre un support et une résistance. Donc, vous voyez qu'ici, on a précisément notre support, ici, donc c'est le SC, et on a notre résistance, c'est l'AR. Alors, ici, évidemment, alors maintenant on va faire à la fois de l'Eliott Wave et du Wyckoff, parce que ces deux méthodes d'analyse qui à mon avis sont les meilleures,
les meilleures de toutes, hein, ce ne sont pas les seules, mais lorsqu'on les conjugue ensemble, je trouve personnellement qu'on arrive à des résultats assez nets, assez probants. Et notamment quand on est dans ces zones-là, hein, des zones d'accumulation ou de distribution, eh bien, ça permet d'y voir plus clair. Donc ici, pour moi, vous voyez, alors ici en jaune, vous remarquerez que je suis repassé en fond sombre, en fond noir. J'avais fait une tentative du fond clair, mais je trouve que en fin de compte, sur un fond noir, vous voyez que je trouve que le cours eh bien, est plus clair. Ça apparaît, les choses apparaissent plus clairement, avec plus de détails, etc., etc. Alors évidemment, les goûts et les couleurs ne se ressemblent pas, mais finalement, je suis repassé, vous voyez, vous avez pu le constater sans doute, hein, sur un fond noir. Mais bon, ça c'est un détail. Euh, et là, alors du coup, vous voyez que ce qu'il nous faut voir ici, c'est une impulsive haussière. Bon, ça, on est tous d'accord là-dessus. Il nous faut, à partir du moment où on considère que nous avons un bottom ici, alors il faut que le cours monte. Et pour que le cours monte, il nous faut à un moment donné avoir la vague 3 d'une impulsive haussière. Alors, évidemment, avant d'avoir cette vague 3, il nous faut d'abord avoir les vagues 1 et 2. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est cette structure ici en vert. Je peux la mettre en évidence. Voilà, donc vous voyez qu'ici, nous aurions déjà eu notre vague 1 et ensuite alors la vague 2. Mais la vague 2, j'hésite hein, au niveau de mon décompte ici parce que, et là on va vraiment faire de l'héliotoué, vous voyez qu'ici on peut poser le bas de notre vague 2 ici. Alors déjà, c'est une vague 2 qui n'est pas très profonde ici, hein, parce que en règle générale, vous voyez si je place mon Fibo ici de retracement, donc je vais en haut de ma vague 1, je vais en bas ici donc de cette impulsive, hein, de cette structure. Voilà. Ici, alors, pour voir, on va utiliser donc retracement vague 1, vous voyez, retracement de Fibonacci de la vague 1 pour avoir notre vague 2. On est ici en horaire, donc je vais utiliser ce modèle. Je peux même utiliser celui-ci. Peut-être on y verra plus clair, voilà. Donc, vous voyez qu'ici, on vient chercher les 38,2. 38,2, vous voyez que je suis en gris ici, hein. En règle générale, les vagues 2, elles sont plus profondes, hein. On vient chercher, on vient en zone de rechargement entre les 68 ici et les 78,6, voire même au-delà. Mais là, forcément, si nous avons notre bottom ici, alors vu que on doit devenir bullish, le cours doit devenir bullish. Donc les retracements doivent être moins importants, évidemment, que lorsque le cours eh bien, est dans une dynamique baissière et non pas haussière. Donc quand nous sommes dans une dynamique bear, à ce moment-là, eh bien, vous voyez qu'on a des retracements plus importants. Mais par contre, si on devient bull, alors forcément là, vous voyez qu'on a des retracements beaucoup plus petits. Et puis alors ce qui doit arriver aussi, c'est qu'on doit avoir des flats, des running flats. Alors ça, le running flat, pour le moment, on n'en a pas ici, mais ça devrait arriver normalement. Je vous expliquerai ça pourquoi. Mais à un moment donné, on va avoir des running flats. Bon, alors la vague 2, est-ce qu'on doit la placer ici ou là? Alors si on la place ici, ça veut dire que là, on aurait une sous-vague 1, sous-vague 2. Vous voyez, d'ailleurs, je l'ai tracé ici. Alors j'ai hésité, évidemment. Alors voilà, est-ce qu'on doit tracer ça? Alors déjà, vous voyez que le cours a retracé beaucoup plus profondément que prévu. Donc déjà, cette structure-là, c'est pas bon. Normalement, vous voyez, on aurait dû avoir une vague 3, puis 4, mais la vague 4, elle aurait dû aller chercher les 38,2. À la rigueur, les 50%, mais là, on est au-delà des 68. Donc, pour moi, cette structure, elle est invalidée. C'est comme ça qu'on fait de l'héliotoué. D'abord, on émet une hypothèse, mais ensuite elle doit être vérifiée, il doit y avoir des points d'invalidation, et là évidemment ce scénario-là avec une impulsive en gris comme ça, là, donc ça je laisse tomber, on n'est plus là-dedans. Par contre on doit être ici dans une structure eh bien, qui vient former la vague 3 de notre impulsive ici en vert. Donc on doit avoir une impulsive ici. On doit forcément avoir une impulsive pour venir former cette vague 3, sauf si nous sommes dans un zigzag correctif. Voilà le scénario bear. Ici, on a le scénario boule en vert et en rouge. En règle générale, je vous propose toujours cette alternative, hein, parce que évidemment, moi j'ai un biais bullish forcément parce que, mais pas
c'est un biais, mais qui est pas très profond, parce que évidemment, moi, quand il faut être bear, je suis bear. Mais là, je pense qu'on peut être boule, que le cours, à un moment donné, là, il est descendu bien assez, et que je crois sincèrement que là, il faut vraiment maintenant qu'il y ait ce retournement haussier tant attendu, et que le cours remonte. Alors, encore une fois, ça, le cours, il fait ce qu'il veut, hein. Le cours se fiche royalement de mon avis personnel. Mais je vous explique que en termes de structure héliotiste, là, avec cette vague 4 ici, on est descendu vraiment déjà très très bas. En l'occurrence, d'ailleurs, on a retracé la vague 3 à hauteur de 50%. Donc cette vague 4, elle est déjà suffisamment profonde. Et puis en termes de durée aussi. Et puis il y a d'autres indicateurs, encore une fois, allez voir. Vous voyez, si vous allez sur le Discord, alors non seulement ça vous n'y avez pas accès, mais vous avez accès ici, vous voyez, regardez, analyse technique divers. Alors vous avez les indices ici, boursiers, alors ça ce sont des analyses confirmées, hein, qui ont fait leurs preuves, pas forcément héliotistes, hein, en règle générale c'est même différent. Vous voyez, c'est d'autres méthodes d'analyse, mais ces méthodes d'analyse viennent de confirmer, ou doivent normalement venir confirmer, mes propres analyses héliotistes. Et sur le BTC, vous avez bien évidemment quelque chose d'assez fourni, avec plein de méthodes d'analyse différentes. Et vous voyez que chacune d'elles ici confirme le fait que c'est le moment de passer à l'achat. Et puis ici, vous voyez, on est vraiment... regardez par exemple cet indicateur là, il y a des moments où il faut savoir vendre, vous voyez, comme ici par exemple, et bien il y a des moments où il faut savoir acheter. Et puis là, vous voyez, on est tout en bas ici. Donc c'est le moment d'acheter. Normalement, on est vraiment dans des zones où il faut acheter. Évidemment, on n'est pas là. Et là, pareil, alors vous avez ici, par rapport au DXY, vous voyez, donc le cours du BTC qui est inversement, dans la dynamique, est inverse à celle du DXY. Donc l'indice dollar, lorsqu'il monte, le BTC, le cours du BTC baisse, et inversement, lorsque le DXY est dans une dynamique baissière, alors on est dans le bull run. Et là, actuellement, il est très probable que le cours du DXY soit précisément dans une dynamique bearish, dans une dynamique baissière long terme. Vous voyez, et donc on serait là, vous voyez, dans ces rectangles-là. Donc il nous faut maintenant venir former la vague 5 de notre impulsive haussière. Et le DXY, lui, par contre, il doit dégringoler. Personnellement, j'étudie aussi le cours du SPX, donc le marché, la bourse américaine, parce que souvent, en règle générale, le cours du BTC est corrélé à celui du S&P 500. Il faut que le cours du S&P 500 soit lui-même dans une dynamique haussière pour que le cours du BTC monte. Et là, c'est le cas. C'est le cas actuellement depuis un certain temps. Voilà. Alors après, vous voyez, il y a le MACD. Là, il y a, ça c'est, voilà, il y a plein d'autres ici méthodes d'analyse, vous voyez, qui vont dans le sens d'une reprise imminente du bull run. Vous voyez qu'ici, par exemple, on a aussi la correction des vagues. Donc ici, lors de ce bull run, bear market, suite donc, au tout premier bull run, période de bear market, le cours est venu corriger à hauteur de 96%, deuxième bear market 86%, troisième 84%, et là actuellement 77%. Vous voyez que là, ça diminue. Et proportionnellement, on devrait avoir atteint normalement ici notre bottom. Alors là, pareil, alors là c'est quoi ça ici donc là c'est la MACD aussi. Ici c'est le PSO, etc., etc. Donc vous voyez qu'il y a plein de méthodes d'analyse ici, plein d'indicateurs. Alors évidemment plan B, donc ça c'est indispensable. Il faut vraiment avoir toujours un œil sur le graphique de plan B, le modèle stock to flow, qui vraiment suit de près d'ailleurs un des comptes héliotistes, hein, avec les vagues que je propose, que, que je montre dans mes différentes analyses. Eh bien elles suivent le modèle stock to flow, donc le plan B. Voilà, alors je reviens, ça c'était pour la petite histoire, mais là, alors où est-ce que nous en sommes? Donc la vague 2 ici, cette vague 2, on peut la placer là, en l'occurrence, donc ici,
Vous me direz oui, mais comment ça se fait? Parce qu'ici, on voit bien que ce creux-là est plus haut que celui-ci. Donc, comment se fait-il que la vague 2, ici, voyez, alors on la placerait sur ce creux-là alors qu'il est plus haut que le précédent? Ben oui, tout simplement parce que sur le RSI, vous voyez que ce creux-là est bel et bien plus bas que le précédent, que celui-ci. Et là, d'ailleurs, c'est ce que j'avais proposé dans un premier temps. J'avais proposé une structure en WXY, hein, pour ceux qui ont suivi. Alors, je vais utiliser ici du jaune, plutôt en minuscule d'ailleurs. Minute, tac, tac, tac. Voilà. Alors ici, vague, on aurait eu ici la vague W, ensuite X, et enfin la vague Y. Structure en WXY, avec ici, alors il suffirait d'agrandir, hein. WXY, vous voyez, si j'utilise ici ce Fibo là, donc prolongation de Fibonacci selon la tendance, hop, regardez bien, ici, tac, tac, ok, voilà, donc ici, haut de la vague W et haut de la vague X pour avoir les objectifs de ma vague Y. Alors, moi j'ai mes modèles là, hein, donc ça c'est très pratique d'avoir des modèles. Ici j'ai zigzag, vous voyez. Alors, ça c'est pour avoir la vague B. Donc, c'est pas la vague B que je veux, moi. C'est la vague C. Donc, vague C, ici, AP, donc avec un arrière-plan. Vague C, en unité de temps horaire. Donc, je vais utiliser ce Fibo-là, qui est très pratique. Et là, vous voyez que on a quoi comme objectif? On a les 61,8. Or, les 61,8, vous voyez qu'on est vraiment dans des objectifs tout à fait communs. Pour la vague Y, hein, WXY, c'est un double zigzag, hein, précisément, zigzag A, B, C, ensuite rebond de X en zigzag. Alors là, le zigzag n'est pas facile à décompter. Je suppose qu'on doit pouvoir faire un A, B, C avec une longue vague C. C'est vrai que là, le zigzag pour la vague X n'est pas convaincant du tout, mais parfois il faut quand même opter pour ce décompte-là. Parce que par rapport au RSI, eh bien, on n'a pas trop le choix en fait, hein. Donc moi c'est ce que je vous propose ici. Donc ici la vague X qui serait un zigzag en réalité, non pas une impulsive. C'est vrai qu'on peut compter facilement une impulsive. C'est la raison pour laquelle, pour ma part, d'ailleurs, vous voyez, après j'ai changé d'avis, j'ai plutôt proposé ici vague 1, 2. Mais finalement par rapport à ce que le cours est en train de faire, ce serait plus logique d'avoir ça. Donc à ce moment-là, on aurait ici un zigzag qu'on peut toujours décompter, hein. Un zigzag, c'est pas compliqué. Alors ici, alors qu'est-ce que je vais faire? Attendez, zigzag, voilà. Modèle de base minuscule. Je sais pas du tout, hein, mais on peut faire quelque chose comme ça, hein. Alors soit on va chercher ici tout là-haut, et puis ensuite on... tac... non, ouais. Je vous dis, il est pas simple ce zigzag-là. Ou alors comme ça ici. Voilà. Ici on passe en blanc. Évidemment, ça, voilà. Vous voyez, A, B, C. Évidemment, on a cette vague C qui est très longue. Mais pourquoi pas, des fois il y a des exceptions. Normalement, la vague C, elle doit venir chercher les 168 maximum. Là, c'est davantage, ça fait plus, on le voit bien. Mais bon, parfois on n'a pas trop le choix, donc on fait avec ce qu'on a. Parce qu'ici, ce qui est sûr, c'est qu'on a bel et bien. Alors là, c'est facile à tracer ici. Celui-ci. Alors, on va utiliser ici du gris. Où est-ce qu'il est le gris? Jaune. Non, le problème c'est que j'ai pas terminé de revoir. Ici, ça c'est normalement c'est ça. Euh, tac. Alors, on va utiliser ça. Après le jaune. Normalement ici c'est du gris qu'on doit mettre. Alors, tac. Voilà. Bon. Donc ici, c'est pas compliqué, hein. Voilà. Hop. A, B, C. Donc ici, on va plutôt utiliser du gris d'ailleurs. Voilà. Ensuite, bon, vague A. Bon, provisoirement, on va faire ça, même si, évidemment, là, on voit plutôt une impulsive, mais
on va faire ça comme ça. Et ici pour la vague donc WXY, évidemment, vague A, vague B et vague C. Là, c'est pas compliqué. Ici, on a bel et bien une vague ABC. On va mettre ça en horaire. Voilà. Ici en horaire. Et ici aussi. Alors, vous voyez, normalement, un héliotiste, lorsqu'il y a des zones d'incertitude, il doit le reconnaître. Donc, personnellement, ce zigzag-là, je ne le vois pas bien. Mais par contre, cette structure en WXY qui correspond avec ce que je vois au niveau du RSI, c'est-à-dire une vague Y, vous voyez, qui vient former un creux plus bas que le précédent, ça je le vois. Donc du coup, pour moi, on a ici une vague corrective en WXY. Et je peux placer le bas de ma vague 2 ici. Voilà. D'ailleurs, je vais ici passer plutôt en degrés mineurs. Non, c'est ça, c'est bon. Alors, donc maintenant que j'ai passé ces vagues-là, eh bien, il me faut décompter la suite, hein. Il me faut trouver un décompte pour ici ce que le cours est venu former. Donc, forcément, je place le bas de ma vague ici de cette impulsive, parce que si nous avons bel et bien une vague 3 ici, il nous faut une impulsive. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à partir du moment où nous avons eu, vous voyez, en vague 1 ici, on a eu une leading diagonale. Alors, une leading diagonale, si on a eu ça en vague 1, imaginez qu'ici, au lieu d'avoir une impulsive, donc en 1, 2, 3, 4, 5, on ait une structure en ABC, donc un zigzag correctif. Ce zigzag correctif, il doit aussi répondre à un certain nombre de règles. Et l'une de ces règles, c'est que si en vague A, nous avons une leading, alors en vague C, alors vous trouverez tout ça dans le PDF, mais normalement cette vague C, ça peut pas être une indique diagonale. On a déjà une diagonale à vague A. En vague A, en vague C, il nous faut nécessairement une impulsive. Donc ici, à la rigueur, on pourrait avoir eu une impulsive ici. Ça, c'est une possibilité. Alors, l'impulsive ici, je vais vous la montrer, évidemment. Alors, ça, pour le moment, je le mets de côté. Donc ici, on a une impulsive. Cette impulsive, alors, puisque j'ai tracé ça en jaune, évidemment, alors moi, je vais la tracer en gris clair. Tac, tac, ici, voilà, gris. Hop, menuet. Donc ici, on a les vagues 1, vague 2, vague 3, vague 4 et vague 5. Voilà, là on a notre impulsive. On a une impulsive voilà, d'un niveau fractal équivalent à celui de cette leading diagonale ici en jaune, hein. En tout cas, on pourrait penser que le niveau fractal est équivalent à celui en jaune. Mais vous voyez, comme cette impulsive, moi je la trouve quand même assez ridiculement petite par rapport à cette structure ici en jaune, donc à ma leading diagonale, je me dis que c'est plutôt une structure d'un niveau fractal inférieur à celui ici en jaune. Raison pour laquelle ici j'aurais plutôt tendance à faire le décompte suivant, c'est-à-dire ici nous aurions formé tout simplement la vague 1 d'une impulsive d'un niveau fractal supérieur, voilà, à celui en gris évidemment, puisque le niveau fractal du dessus, vous voyez ici il est en jaune, hein. Ça c'est mes codes couleurs. Vous avez d'abord le vert, ensuite le jaune, ensuite le gris, ensuite le violet, etc. etc. Donc c'est très important de comprendre ça. Ici en jaune on a un niveau fractal. Cette structure, pareil, en WXY, c'est un niveau fractal. Et bien ici, forcément, il nous faut un niveau fractal qui soit équivalent à celui
de cette structure, de cette leading diagonale. Donc cette impulsive ici, là, en gris clair, je ne pense pas que, vous voyez, on puisse considérer cette impulsive comme étant la structure qui est venue former la vague C d'un zigzag correctif. C'est ça que je veux dire, hein. J'espère que, je ne sais pas si je suis assez clair. Le zigzag correctif ici, la vague A a été formée par une leading diagonale, la vague B par une structure en WXY, mais alors la vague C, si vraiment on a un zigzag correctif, alors encore une fois, si on a un zigzag correctif, le cours va descendre plus bas, hein, il va casser le dernier plus bas. Mais là, cette vague C, elle est trop, pour moi, elle est trop petite. Ici, le Fibo, bon, vous me direz, on vient quand même chercher les 61,8. En réalité, on est allé au-delà des 61,8. Donc on a ici un objectif qui est bancal, puisque vous voyez qu'on n'est pas dans les 61,8, on n'est pas dans les 100%, on est entre les deux. À la rigueur, on serait allé chercher les 100%, là je dirais ok. Mais là, vous voyez, avec un objectif entre ces deux, entre les 61,8 et les 100%, moi personnellement, cette structure, je ne la trouve pas harmonieuse. En tout cas, vous voyez que elle ne répond pas parfaitement aux règles de l'Elliott Wave. Même si elle n'est pas impossible. Elle n'est pas impossible, mais elle est improbable. Donc du coup, je ne vais pas la privilégier. Et c'est comme ça qu'on fait de l'Elliott Wave. Elle n'est pas impossible, encore une fois. Donc je la mets de côté et j'attends d'avoir des confirmations. Mais personnellement, je préfère proposer un décompte alternatif, qui est donc le suivant. Ce décompte alternatif, donc ici j'ai mon Fibo, hein, c'est ce Fibo donc, de prolongation de ma vague 1, c'est celui qui me permet de déterminer les objectifs de ma vague 3 ici, hein, qui peut monter très haut. Donc ici, pour moi, on aurait eu la formation d'une impulsive d'un niveau fractal inférieur, encore une fois, à celui-ci en jaune. Cette impulsive serait, vous voyez que j'utilise toujours le conditionnel parce qu'on n'est jamais sûr, hein, à 100%, mais en tout cas, probablement, on peut considérer que cette impulsive est venue former la vague 1 de cette impulsive ici en jaune. Donc il nous resterait, vous voyez, ici à placer le bas de notre vague 2. Alors peut-être que le bas de notre vague 2 va rejoindre le bas de ce canal, hein, parce que je vous rappelle qu'ici, le cours évolue dans ce canal aussi, hein. Vous voyez, et ça c'est très clair. On a eu cette vague ici 1, vous voyez qu'on est ici au haut du canal. Je peux utiliser d'ailleurs provisoirement ça par exemple, hein, vous voyez qu'ici, hop, voilà. Tac, tac. Bon, peu importe, hein. Mais vous voyez qu'ici, hop. Alors, ensuite, je clone ça. Voilà. Donc, ensuite, donc, vague 2, bas du canal. Vague 3, haut du canal. Ensuite, on retourne au milieu du canal, ici. Vague 5, qui est venue donc former la vague 1 de cette impulsive en vert, haut du canal. Alors, on ne va pas tout à fait en haut, mais vous voyez qu'on est dans la zone ici, en haut du canal. Ensuite, on est retourné au bas du canal. Alors, je vais mettre après ça. Mais vous voyez qu'ici, de nouveau, hop, voilà. Vous voyez, on est précisément en haut du canal. Donc voilà, de nouveau, ici, on va au haut du canal et le cours est rejeté vers le bas. Pareil pour ce qui est du bas du canal, hein. Donc cette ligne-là fait office de support et celle du haut fait office de résistance. Alors ici, je vais utiliser plutôt une flèche. Voilà, celle-ci. Donc ici, bon ça, mais vous l'avez compris, hein. On va utiliser du vert, par exemple. On va cloner ça. Tac, on clone. Tac, on clone. Voilà. Alors. Ok,
ce qui se passe là. Mais je veux pas, je veux juste prendre le truc là. Voilà. Voilà, donc ici, vous voyez qu'avec la vague W, on retourne au bas du canal. Ici, vague 2, vous voyez, hop, le cours est rejeté par cette ligne de support. Voilà, ici, on peut s'attendre à ce que eh bien, le bas de notre vague 2, ici, aille chercher le bas du canal. En grisé, là, vous avez la zone de résistance hein, qui correspond, qui est matérialisée par le AR cric du schéma Wyckoff d'accumulation. Donc, vous voyez qu'ici, on aurait ça. On aurait donc cette vague 2 qui viendrait donc du coup corriger la vague 1, puisque du coup ici c'est une vague 1 que nous aurions eu. Alors ici, on va utiliser donc vague 1 ici en horaire. Tac, tac. Bon, on va utiliser ça. Vous voyez que pour le moment, on est en zone de rechargement ici. Hein. Zone de rechargement d'achat. Donc, évidemment, la vague 2 pourrait s'arrêter ici. Hein. Mais pas forcément. Elle peut aussi aller chercher un objectif plus bas. Ce qui ne me surprendrait guère par rapport à, vous voyez, à ce canal-là. Hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, il va falloir s'affranchir de ce canal pour venir former un sauce. Parce que tant qu'on n'a pas notre sauce, notre schéma Wyckoff, il est incomplet. Hein donc voilà, ce que je vous propose pour le moment. Évidemment, alors quelle est l'invalidation, le point d'invalidation de cette structure ici ça serait si le cours venait casser déjà le bas du canal et surtout le haut de ce canal haussier, mais surtout si jamais le cours devait retourner, vous voyez, dans cette zone de range là, hein, à ce moment-là, on pourrait soupçonner la formation d'un zigzag correctif. Voilà, ici et là. Donc on aurait notre zigzag correctif, auquel cas, vous voyez, ici, cette impulsive, si ce zigzag correctif devait être confirmé, à ce moment-là, cette impulsive, au lieu de la tracer de couleur gris, eh bien, on la tracerait de couleur jaune. C'est aussi simple que ça. Vous voyez 1, 2, 3, 4, 5. Parce que ce niveau fractal, à ce moment-là, serait équivalent à celui-ci hein, et à celui-là. Mais voilà, donc du coup, on aurait un zigzag que moi je trouve bancal. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Hein. Si vous le trouvez pas bancal, vous pouvez me le dire. Hein. Moi personnellement, je le trouve bancal. Mais bon. Alors attendez, visibilité. Ici, je vais mettre ça en horaire. Voilà. Bon, tout ça, je vais l'enlever ensuite, hein, c'était pour vous montrer. Mais là, vous voyez qu'on a vraiment des zones, une ligne de support qui est vraiment très marquée ici, et une ligne de résistance. Et tant qu'on est là-dedans, à ce moment-là, bon, là, on forme des creux de plus en plus haut, hein, et des sommets de plus en plus haut. Donc là, on est dans une dynamique haussière, en unité de temps 4 heures. Ce qu'il y a, c'est qu'il nous faut passer dans une dynamique haussière, aussi en daily, en weekly, etc., etc. Là, on est qu'au tout début. Mais là, vous voyez que si on a bel et bien formé, si on vient bel et bien former cette sous-vague 2, à ce moment-là, alors ça, je le remets en gris pour le moment. Voilà, celle-ci. À ce moment-là, avec la vague 3 de cette structure, on pourrait aller chercher des objectifs assez élevés. Hein. Et donc aussi, pour notre impulsive ici en vert, évidemment. Voilà. Bon, ça c'est... Parce que je vous rappelle qu'on a des objectifs ici à aller chercher, notamment on a notre ancien ATH au 19 800, on a ici le haut de notre vague B, vous voyez, au 21 400, etc., etc. Donc si on veut vraiment retourner dans une dynamique haussière, il nous faut venir casser toutes ces zones de résistance. Donc ici, on aurait les 268 pour le haut de notre vague 3, 368, 423,6. Hein. Et même au-delà, vous voyez, cette vague 3, là, elle peut être en extension. De toute façon, je vous rappelle quand même que lorsqu'on a une vague 1, ici,
formée par une diagonale, qu'elle soit convergente ou divergente, alors la vague 3, en général, est en extension. Donc du coup, les objectifs pour cette vague 3, eh bien, ils pourraient être très élevés. Donc ça, je mets de côté pour le moment. Donc vous avez là les deux scénarios, donc un qui est bullish et un qui est bearish. Donc bearish, c'est avec ce zigzag. Alors, rapidement, je vous montre, pour ceux qui n'auraient pas vu mes vidéos précédentes, la dynamique du bull run, elle est là. Alors là, pareil, nous avons toujours un canal haussier dans lequel le cours évolue. Ici, nous aurions donc eu la vague 1, puis la vague 2, vague 3. Là, c'est ce que nous avons étudié à l'instant, c'est ça, c'est cette partie-là. Donc la vague 4, hein, avec ce schéma de Wyckoff d'accumulation, avec un SC, AR. Ensuite, là, pour le coup, on aurait eu un saut et un spring. Et ensuite, eh bien, il nous faut retourner tout là-haut. Et là, vous voyez qu'on a des objectifs. Donc, retracement de cette vague 4, 127,2, 161,8. Donc, on a un objectif à 160 000 $. Or, le prochain halving, c'est en mars-avril. On a le temps ici pour venir tracer cette vague-là. Et une vague, en sachant qu'une vague 5 est souvent très rapide. C'est une vague qui est parabolique, qui est plus rapide que la vague 3 ou que la vague 1. Donc ça, allez voir ma vidéo précédente, hein, je vais pas en reparler parce que je me suis bien étendu là-dessus sur ma dernière vidéo. Et là, j'explique vraiment la durée probable de formation de cette vague-là. Vous voyez, une impulsive rapide, vague 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, un très fort retracement qui amènerait le cours du Bitcoin d'ici le prochain halving. Parce que je vous rappelle qu'en 2023, les économistes annoncent une récession. Donc le Bitcoin n'a jamais connu une période de récession. Et cette période de récession pourrait correspondre avec la formation d'une grande vague 2. Et ça, cette grande vague 2, on l'a jamais eu pour le moment. On m'a posé la question, mais est-ce que c'est possible, etc. Bon, le cours de Bitcoin, vous l'avez là, hein. Donc ici, pour moi, on a eu une grande vague 1, vague 2, vague 3, vague 4. Alors évidemment, on peut peut-être faire le décompte différemment. Mais si ce décompte-là s'avère exact, à ce moment-là, on aurait bel et bien ici une fin de cycle, c'est-à-dire vague 1, 2, 3, 4 et 5 tout là-haut, vous voyez. Je peux la mettre en évidence, hein, ici. Voilà. Vous voyez cette structure-là, on est en mode logarithmique, mais vague 1, 2, 3, 4, 5. Mais après une grande vague 5 comme ça, après cette grande impulsive, il nous faudra ici forcément eh bien, une vague corrective en 3 temps, en zigzag. Et cette vague-là, vous voyez, elle pourrait amener le cours du Bitcoin. En règle générale, on vient chercher le bas de la vague 4 ici, vous voyez. Donc on est ici dans une impulsive, dans un certain niveau fractal. Eh bien, la vague 4, ici, doit amener... Alors d'ailleurs, ici je l'ai tracé en blanc, mais je devrais plutôt le tracer en orange. Parce qu'ici, nous sommes bel et bien... vous voyez, alors non pas dans du primaire, on est dans... Alors, je vais le tracer. On est dans le cycle, hein. Ici, c'est quoi? Ici, nous avons le degré des vagues. Donc ici, primaire, c'est en blanc, et en orange, c'est le cycle. Voilà. Donc ici, vous voyez A, B, C. Et ensuite, on aurait la vague 2 d'une grande impulsive de la vague 1. Donc cette structure-là vient former là, une grande vague 1. Et ensuite, il va falloir venir former la grande vague 2 de toute cette impulsive-là. Donc vague 1, vague 2. Et ensuite, alors 2024, etc. Après, au moment de cet halving, là, à ce moment-là, là, forcément, ça amènera le cours beaucoup plus haut. Dont je n'ai pas encore tracé les objectifs parce que j'attends la confirmation. Évidemment, il va falloir attendre la confirmation de ce décompte. Parce que peut-être que le décompte ici n'est pas le bon, hein. Peut-être que il faut placer ici une vague 1, 2, et puis peut-être qu'on a déjà eu notre grande vague 5, peut-être qu'on l'a eu ici par exemple. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, on aurait eu cette vague corrective, mais à mon avis, elle n'aurait pas été suffisante.
On aurait dû aller chercher ici cet objectif. Donc du coup, pour moi, le décompte qui me convient le mieux, c'est celui-ci. Mais c'est pas forcément le seul, donc il faut savoir rester humble. Moi, je vous explique mon scénario. Donc le scénario, c'est venir former une vague 5, une grande vague 5 parabolique, rapide, avant de connaître une période de bear market assez rapide, ABC. On retourne ici au bas de cette vague 4, parce que ça c'est une des règles de l'Elliott Wave, c'est mathématique, mais peut-être que le cours s'arrêtera avant, hein. Et ensuite à ce moment-là, évidemment, alors là on devrait avoir eh bien tout simplement le début d'une vague 3. Alors de ce degré-là, du super cycle, donc vous voyez le super cycle, ça serait ça. Vague 1, vague 2, et ensuite, alors vous imaginez ici jusqu'où nous mènerait la vague 3, puis 4 et 5. Alors le Bitcoin, il sera à combien là? Il sera à 1 million? Peut-être, hein. Mais bon, là c'est prématuré, mais vous voyez, c'est ça que j'essaie de vous expliquer, c'est que en Elliott Wave, on étudie les structures, et c'est comme les poupées russes, c'est-à-dire qu'on a à chaque fois une structure qui vient former une nouvelle structure. On a des poupées russes, vous voyez, à chaque fois, eh bien, quand on ouvre une poupée russe, il y en a une de plus petite. Ben là, cette grande impulsive, forcément, la vague 1, elle est formée elle-même par une impulsive. Cette impulsive elle-même, chaque vague est formée par soit des impulsives ou des diagonales, peu importe, avec des phases correctives. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est mathématique. Là, encore une fois, moi, j'invente rien, hein. Je vous dis ce qui est. Ensuite, à vous de voir si vous voulez adhérer ou pas à cette méthode d'analyse. Sur ce, un mot de conclusion et je vous dis à très bientôt. Je vous rappelle qu'au centre de la chaîne, il y a une stratégie d'investissement. Cette stratégie, vous pouvez vous la procurer gratuitement en vous abonnant au Discord, dont vous trouverez le lien d'inscription en description de cette vidéo. Ce PDF est essentiel. Il s'adresse d'abord aux investisseurs moyen-long terme. Il vous indique les meilleures positions à l'achat comme à la vente de vos actifs financiers préférés, actions et crypto-monnaies. On se place au plus près du bas de la vague 2 et on revend par palier durant toute la durée du bull run. Alors un mot aussi sur le Discord de la chaîne, donc YouTube, pour pouvoir participer activement au Discord avec accès à tous les salons, les groupes de discussion, le Kingfisher, les méthodes d'analyse, etc. Et pour pouvoir télécharger le PDF complet de la chaîne, donc le PDF, vous le trouverez dans la catégorie documentation. Le PDF, vous l'avez là. Voilà, c'est 150 pages actuellement. Pour pouvoir donc télécharger le PDF complet de la chaîne avec toutes les règles d'Elliott ainsi que d'autres méthodes d'analyse que j'utilise dans mes analyses, dans les vidéos, comme par exemple le Smart Money Concept et Wyckoff. Cela se fait moyennant un don de 50 USDT minimum. Cet abonnement est valable à vie. Pour plus de détails sur le fonctionnement de la chaîne, je vous invite donc à jeter un œil sur la vidéo de présentation que vous trouverez dans la description de cette vidéo. Alors en conclusion de cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez tout d'abord bien évidemment vous abonner à la chaîne ainsi qu'au Discord, et si vous avez aimé cette vidéo, alors merci de mettre un petit pouce bleu et de mettre un commentaire auquel je répondrai sans tarder. Vous pouvez aussi demander l'analyse d'une crypto-monnaie de votre choix. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles analyses.